Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le président ivoirien Alassane Ouattara est arrivé ce jeudi à Libreville, capitale gabonaise, pour une visite de travail et d'amitié de 3 jours. L'occasion de s'entretenir avec son homologue, le président Ali Bongo, mais aussi de participer à la 4e édition du New York Forum Africa. L'ex-chef de la junte militaire guinéenne Moussa Dadis Camara souhaite porter plainte contre la Guinée et la Côte d'Ivoire auprès de la CEDEAO. En exil au Burkina Faso et inculpé pour sa responsabilité dans le massacre d'au moins 157 personnes en 2009. Il a été empêché de rentrer en Guinée ce mercredi. Et en République démocratique du Congo, les ex-rebelles réfugiés dans différents camps de démobilisation ne seront plus approvisionnés par la MONUSCO. Les détails dans cette édition. Visite de 3 jours du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara à Libreville, la capitale gabonaise. Une visite qui permettra au président ivoirien de participer à la 4e édition du New York Forum Africa, articulé cette année autour du thème « Investir dans l'énergie du continent ». Ce périple permettra également aux 2 pays de renforcer leurs relations. Ibrahim Ndiaye. Visite officielle du président Alassane Ouattara à Libreville au Gabon. Le chef de l'État ivoirien, qui répond à une invitation de son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba, participe à la 4e édition du New York Forum Africa, un rendez-vous économique qui se tient du 28 au 30 août à Libreville, capitale gabonaise, et qui a pour thème cette année « Investir dans l'énergie du continent ». L'AGOA et puis le New York Forum Africa à Libreville, c'est le renforcement des opportunités d'affaires dans l'Afrique et les États-Unis. On parle aujourd'hui de France-Afrique, de Chine-Afrique. On a l'impression que l'Amérique est de moins en moins présente sur le continent. En choisissant le Gabon, il s'agit pour les hommes d'affaires et aussi pour les décideurs africains de montrer que l'Afrique n'a pas oublié l'Amérique et que l'Amérique n'a pas perdu l'Afrique. Donc c'est le sens de cet événement-là en Afrique et je pense qu'il bénéficie de la présence de plusieurs chefs d'État, dont le chef de l'État ivoirien, aux côtés de son homologue gabonais. Les chefs d'État ivoiriens et gabonais échangeront sur le rôle déterminant de l'énergie dans le développement économique et social de leurs pays respectifs. Sur le plan diplomatique, ce voyage permettra également de renforcer les relations entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. En dehors du renforcement de la relation de fraternité qui avait commencé depuis Omar Bongo et le président Houphouët-Boigny, qui se poursuit aujourd'hui entre le président Ouattara et le président Ali Bongo, qui ont de très très fortes relations. La Côte d'Ivoire et le Gabon ont de très très bonnes relations. Donc la présence du chef de l'État ivoirien à ce forum-là à Libreville est aussi une occasion de renforcer cette relation privilégiée. C'est la 2e visite du chef de l'État ivoirien au Gabon. La dernière visite date de février 2012. L'ex-chef de la junte militaire guinéenne Moussa Dadis Camara, empêché de rentrer en Guinée, entend porter plainte contre son pays et contre la Côte d'Ivoire auprès de la CEDEAO pour se disculper et pouvoir déposer un dossier de candidature à l'élection présidentielle. En exil au Burkina Faso, il a été inculpé le 8 juillet pour sa responsabilité dans le massacre d'au moins 157 opposants au stade de Conakry. C'était le 28 septembre 2009. Ibrahim Ndiaye. Moussa Dadi Camara veut saisir la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en exil au Burkina Faso depuis janvier 2010. L'ex-capitaine de la junte guinéenne a tenté mercredi 26 août 2015 de rentrer à Conakry, en Guinée. Toutefois, son avion n'a pas pu atterrir en Côte d'Ivoire où il devait faire escale avant de regagner la capitale guinéenne. L'engin n'ayant pas reçu l'autorisation d'atterrir à Abidjan a été détourné vers Accra puis est rentré à Ouagadougou. Aujourd'hui, l'ex-chef de la junte Moussa Dadis Camara a décidé de porter plainte contre la Guinée et la Côte d'Ivoire auprès de la CEDEAO. Depuis quand un citoyen de la CEDEAO a besoin d'une autorisation pour circuler dans cette zone? On ne peut pas empêcher Moussa Dadis Camara de rentrer en Guinée. Pour son parti, le Front patriotique pour la démocratie et le développement, Moussa Dadi Camara entend se présenter devant la justice de son pays pour se disculper et déposer son dossier de candidature pour la prochaine présidentielle. Pour le ministre de la Justice guinéenne, Cheikh Sako, la Guinée n'a rien à se reprocher dans cette affaire. C'est l'instance qui veut. Voilà. Vous savez, la Guinée n'a rien à voir avec la décision ivoirienne. La Côte d'Ivoire est un État souverain. Elle décide d'accueillir qui elle veut sur son territoire. Je ne vois pas pourquoi on nous fait porter le chapeau. Nous, il faut qu'on ait une demande officielle et puis on donnera une suite. On ne peut pas rentrer aussi sur le territoire guinéen subrepticement, même si on est
national. Et il me semble que M. Dadis oublie quand même qu'il doit s'expliquer devant la justice de son pays. Alors, et puis, il est instrumentalisé par une certaine classe politique. Tout ça, bon, c'est des vécus phénomènes. Mais il peut saisir la Cour, la CEDEAO, la Guinée ira se défendre là-bas. Si tu saisis la Cour, la CEDEAO, la Guinée ira se défendre, c'est tout. Nous, on n'a rien à nous reprocher dans cette histoire. On n'a rien à casser dans cette affaire, voilà, c'est tout. Le camarade, il est guinéen, il peut venir en Guinée quand il veut, mais il y a une forme, il y a des formes à respecter. L'ex-dirigeant de la junte au pouvoir de 2008 à 2010 a annoncé sa candidature à la présidentielle le 11 mai 2015. Il a été inculpé le 9 juillet par la justice guinéenne pour complicité d'assassinat, séquestration et viol pour le massacre d'au moins 157 opposants au stade de Conakry le 28 septembre 2009 quand il était au pouvoir. C'est le premier procès de ce genre au Tchad. 10 membres présumés de Boko Haram arrêtés après un double attentat suicide en juin à N'Djamena sont jugés à partir de ce mercredi 26 août. Sur le banc des accusés, celui qu'on présente comme le cerveau de l'attaque. Il est notamment soupçonné d'être le coordinateur d'un réseau de trafic d'armes et de munitions entre le Nigeria, le Cameroun et le Tchad. L'audience qui s'est poursuivie à huis clos doit durer encore une 8 de jours. La MONUSCO va cesser d'approvisionner en nourriture près de 7000 ex-rebelles à partir du mois de septembre. C'est ce qu'a annoncé le chef de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, Martin Kobler. Pour la mission onusienne qui déclare manquer de fonds pour poursuivre ses activités, le gouvernement congolais doit prendre le relais dans la gestion des camps d'anciens rebelles. Alioune Guido, commentaire Bertrand Dignard. À partir du 15 septembre 2015, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo va cesser d'approvisionner en nourriture les ex-rebelles réfugiés dans les différents camps de démobilisation que compte la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi 26 août le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, expliquant que la mission onusienne manque de moyens financiers. Il y a 6800 ex-combattants que la MONUSCO nourrit et le coût de cette aide s'élève à 2 millions de dollars chaque mois. On est en train de parler avec le gouvernement pour arrêter la nourriture le 15 septembre pour les autres camps et le 30 septembre pour celui de Kisangani. Il est temps de transférer cette responsabilité au gouvernement congolais. La gestion de ces camps d'ex-combattants revient à la République démocratique du Congo et la MONUSCO apporte une aide alimentaire et logistique. Avec un budget de 1,4 milliard de dollars et plus de 20 000 hommes, la MONUSCO est l'une des missions des Nations Unies les plus coûteuses. Mais le nombre de conflits autour du monde y faisant, la crise que subit la République démocratique du Congo n'est plus une priorité pour le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est possible que les moyens manquent parce que le Congo n'est plus le centre d'intérêt comme il en fut question il y a quelques années. Aujourd'hui, avec la multiplication de guerres par-ci par-là, le problème des réfugiés qui battent les records, la recherche de moyens que les États ne donnent pas parce que la crise traverse surtout les grands pays industrialisés et qui sont les grands contributeurs des Nations Unies, il est possible que cet argument soit valable. Mais comme le climat s'est alourdi entre l'organisation, la MONUSCO donc, et le gouvernement congolais, alors, s'il n'y a plus de quoi nourrir ces individus, la MONUSCO a voulu mettre le gouvernement congolais devant un fait accompli, ce qui n'est pas tout à fait convenable par les temps qui courent, parce que même si il manque de moyens, il n'est pas possible de penser que le gouvernement congolais en a autant. La République démocratique du Congo se doit à présent de prendre le relais et aurait déjà débloqué 1,5 million de dollars afin d'assurer le bon fonctionnement du programme de démobilisation, un programme estimé à 85 millions de dollars. Les jeunes filles de Chibok, toujours dans l'esprit des Nigérians. 500 jours après leur enlèvement, le collectif Bring Back Our Girls a organisé ce jeudi à Abuja une marche de soutien autour des 219 lycéennes toujours en captivité. Leur dernière apparition remonte à mai 2014. Les autorités assurent les avoir localisées dans la forêt de Sambisa, mais elles expliquent qu'une opération militaire pourrait les mettre en danger. Résultat, sur les 276 lycéennes enlevées, seules 57 sont parvenues à s'échapper, mais le sort des 219 autres reste encore inconnu à l'heure actuelle. Et au Sénégal, parmi les nombreux accidents de la route qui ont lieu chaque année, ce sont les piétons qui en paient le plus lourd tribut, incivisme, non-respect du code de la route. Les causes en sont nombreuses. Alors, comment garantir durablement la sécurité de ces piétons? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant au Sénégal, El Hadj Ndiaye.
Au Sénégal, les piétons représentent le tiers des victimes d'accidents sur la route. Entre 2002 et 2011, les accidents routiers ont coûté la vie à 3177 personnes, dont 1205 piétons, selon les statistiques de la Direction des transports terrestres. La question du piéton est d'actualité dans la capitale sénégalaise Dakar, avec les trottoirs qui sont souvent objets de conflits entre les différents usagers. Les espaces piétons sont souvent occupés par des véhicules ou encore des marchands ambulants. À cela s'ajoute l'ignorance du code de la route. Au Sénégal, les gens ne savent pas comment traverser. Ils traversent en diagonale, surtout au niveau des ronds-points. Ils traversent en diagonale au niveau des intersections. Et pourtant, il y a des passages piétons qui ont été aménagés pour eux. On sait d'habitude que les piétons, leur domaine naturel, ce sont les trottoirs. Mais là, on a constaté que ces trottoirs ne peuvent pas être utilisés par ces piétons. Pourquoi ? Parce que les commerçants se sont établis sur ces espaces-là. Les passerelles sont souvent utilisées par les voitures, comme l'atteste cette image, et il n'est pas rare de voir les piétons prendre la place des voitures sur la chaussée. La responsabilité des accidents de la route est partagée selon de nombreux citoyens. Il y a certes un manque de civisme chez les Sénégalais, mais les passerelles sont très mal faites. Comment peut-on mettre au bas d'une passerelle un passage clouté? Les gens préfèrent emprunter le passage clouté que de faire beaucoup de temps sur la passerelle. Les mauvaises habitudes sur les routes de Dakar sont récurrentes. Le Sénégal n'a pas encore une loi qui sanctionne les manquements des piétons. Malheureusement, des dispositions pour sévir, non. Mais rappelez-vous, les piétons qui traversent n'importe où, ou même quand le feu est vert pour les automobilistes et que lui, il se précipite pour traverser, normalement, avant, c'était 1000 francs l'amende. Hein? Donc l'agent de circulation pouvait l'interpeller et lui flanquer une amende de 1000 francs. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On les voit un peu partout. Le Sénégal n'est pas une exception en matière d'insécurité routière, selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, publié le 14 mars 2013. Toutes les heures, 26 personnes meurent en Afrique des suites d'un accident de la circulation. Une situation qui appelle à la responsabilité de tous. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.